Procéder à l'appel des élus. Anan Mahalem, Laurent Saadi. Absent. Pas de message. Coup de chaud. Ah, oui, pardon. Madame la première adjointe me dit que Monsieur Saadi représente la ville de Saint-Sulpice à l'Assemblée générale du CBE du Net, du comité du bassin d'emploi nord-toulousain ce soir. Mais il n'a pas donné de message. Bon. Ah. A-t-il donné une procuration? Ah, il est amoureux, le jeune garçon. Nathalie Marchand. Maxime Coupet. Laurence Blanc. Stéphane Bergonnier. Bernard Capu. Bernadette Marc. André Ginoux. Alain Ourliac. Christian Jouve. Marie-Claude Rabec. Jean-Philippe Félighetti. Jean-Pierre Cabaret. Pas de message. Bon. Il y a quelqu'un qui devait aller le chercher. Personne n'a été le chercher. Oh, ok. Et peut-être. Voilà. Bon. On l'a oublié. Ouais, mais bon, il y a tellement d'enfants dans la famille, des fois on en oublie sur. Okay. Laurence Sénégas. Nicolas Belli. Benoît Albagnac. Oui, il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il était coincé dans le train. Ouais. Toujours à l'heure. Emmanuel Carbone. Cédric Paluel. Muriel Philippe. Christian Rigal. Nadia Oudalmer. Isabelle Manteau. Absente. Ah, peut-être qu'elle est dans le covoiturage avec Benoît Albagnac. Ah mais non, il a pris le train. Non. Julien Lassalle. Maxime Lacoste. Stéphane Filion. Sébastien Brosse. Et Valérie Beau. La secrétaire de séance ce soir sera Madame Laurence Blanc. Ce soir, un conseil municipal veille de congé estival, mais quand même, 18 points, donc assez quand même dans la moyenne des conseils municipaux. Je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal, du dernier conseil municipal du 27 mai. Avez-vous des observations, des remarques? Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous allons passer donc au point des délibérations examinées ce soir en séance. Point numéro 1 sur la demande de garantie d'emprunt par la société Patrimoine Languedocienne, société qui est un bailleur social, au titre de l'opération La Résidence Le Bosquet, située chemin d'Ambrussé à Saint-Sulpice. Pour vous présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale, Marie-Claude Drabec. Merci, Monsieur le maire. Par courrier du 27 mai 2025, le groupe Patrimoine Languedocienne a sollicité la commune afin d'obtenir une garantie d'emprunt à hauteur de 20% inhérente à un prêt contracté auprès de la Banque des Territoires pour la construction de 28 logements collectifs, 19 en PLUIS et 9 en PLAI, situés chemin d'Ambrussé. Les logements PLAI financés par le prêt locatif aidé d'intégration sont attribués aux locataires en situation de grande précarité. Les logements PLUS financés par le prêt locatif à usage social correspondent aux locations HLM habitation à loyer modéré. L'opération se compose de manière suivante: type de construction bâtiment collectif R+2, typologie par financement, PLAI collectif 5T2 et 4T3, PLUS collectif 3T2, 14T3 et 2T4. Stationnement 35 places de stationnement en aérien, 1 par logement T2, T3, 2 par logement T4, T5, place visiteurs. Nombre de jardins privatifs 2, type de chauffage et ECS chaudière gaz individuel, niveau de performance énergétique RD 2012 moins 10% et label néant. La société Patrimoine Languedocienne a souscrit un emprunt auprès de la Banque des Territoires de 2 550 000 €, constitué des 4 lignes suivantes. Vous avez le tableau.
La demande de garantie d'emprunt concernant la commune à hauteur de 20% représente un montant total de 510 000 € et réparti sur 4 lignes de prêt dont les caractéristiques financières, charges et conditions sont définies dans le contrat de prêt 173-118, les 80% restants étant garantis par le conseil départemental du Tarn. La garantie demandée représente la somme globale de 510 000 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre commandée de la Banque des Territoires, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Ainsi, en accordant la garantie d'emprunt, la commune s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver les demandes de garantie d'emprunt pour un montant de 510 000 € sollicitées par la société Patrimoine Languedocienne au titre de l'opération de construction de 28 logements résidence Le Bosquet situé chemin d'Ambroussé à Saint-Sulpice-la-Pointe. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accorder cette garantie à hauteur de 20% pour le remboursement d'un prêt de montant de 2 550 000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt. Numéro 173-118, constitué de 4 lignes de prêt dont le contrat est si annexé. De préciser que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre commandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement et d'engager la commune pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Merci beaucoup, Madame Drabec. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 2 sur la signature de contrat d'apprentissage sur la commune pour 2 postes. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anne Mahalem. Merci, Monsieur le maire. L'apprentissage permet donc à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolues, sans limite d'âge concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité, et que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs handicapés en leur proposant donc un mode d'insertion professionnelle durable grâce à l'obtention d'un niveau de qualification et d'une expérience adaptée et qui présente également une opportunité pour la collectivité en développant une compétence adaptée à ses besoins et en répondant à un objectif de mission de service public pour le soutien de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi la collectivité souhaite conclure dès la rentrée 2025 un contrat d'apprentissage donc sur le service patrimoine donc pour une durée de formation d'1 an et renouveler donc un autre poste sur le service communication pour une 2e année de contrat. Y a-t-il des questions? Pas de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 3 sur la création d'emplois de vacataires pour le pôle réussite éducative et rayonnement de la ville. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe à la réussite éducative et à la promotion de la langue occitane, Nathalie Marchand. Merci, Monsieur le maire. C'est un point que nous passons chaque année sur l'emploi des vacataires qui permettent d'effectuer ponctuellement, en fonction des besoins de services publics, les activités de surveillance en temps périscolaire, de l'encadrement pour des animations sportives et la piscine municipale, intercommunale bientôt. Il convient d'établir une base juridique exécutoire au recrutement temporaire de vacataires réunissant à la fois les 3 conditions suivantes. Occupant un emploi non permanent en dehors de toute considération de volume horaire discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel.
bénéficiant d'une rémunération attachée à l'acte, autant d'actes, autant de vacations et sur état d'heure mensuel, effectuant une tâche bien déterminée dans le temps, parfois de courte durée. Ainsi, et sur ce fondement, il est proposé de créer des postes de vacataires au pôle réussite éducative et rayonnement de la ville et que chaque vacation bénéficie d'une rémunération brute horaire comme suit. En temps de surveillance périscolaire, vous avez donc là un tableau qui détaille en fonction du type de vacation la rémunération brute dans la limite du volume horaire pour chacun. Un volume horaire annuel maximum prévisionnel pour le temps de surveillance périscolaire de 7 500 heures, 1 500 heures annuelles pour l'encadrement animation sportive, 1 300 heures accueil vestiaire piscine, 700 heures surveillance bassin piscine. Donc cette validité pour le temps d'accueil périscolaire et l'encadrement sportif valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 et pour l'accueil vestiaire piscine, surveillance bassin piscine, une validité du 1er août 2025 au 31 août 2025. La rémunération sera modifiée en cas de revalorisation du taux. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Donc nous avons 3 votes, Monsieur Filion, Monsieur Lacoste et puis Monsieur Lassalle. Et donc un vote qui s'abstient, pardon. Un vote donc du coup à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 4 sur la création d'emplois vacataires, tout service. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Anne Mahalem. Merci, Monsieur le maire. Donc, de la même façon que le point que vient de présenter Madame Marchand, il est proposé de créer cette fois-ci donc les recrutements de vacataires sur tout service, d'autres services de la collectivité. Donc, sur de l'entretien du ménage, de l'événementiel, pour un volume horaire annuel maximum prévisionnel de 400 heures, sur des tâches techniques ponctuelles sur un volume maximum donc de 1700 heures annuelles, sur des tâches administratives ponctuelles, un volume de 1700 heures annuelles, donc pour une rémunération brute de 12,50 € pour chacune de ces vacations. Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 3 votes contre de la minorité. Saint-Sulpice de Main, Monsieur Lassalle, Monsieur Lacoste, Monsieur Filion. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 5 sur la mise à jour, comme on le fait tout le temps, une fois par an, depuis le début de ce mandat, la mise à jour du tableau des effectifs. Pour présenter ce point, rien de mieux que Monsieur le Directeur Général des Services, Alaric Berlureau. Merci. Oui, il marche. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous l'avez dit, comme chaque année, on met à jour le tableau des effectifs, notamment pour pouvoir créer les postes des agents qui bénéficient d'avancement de grade pour la deuxième partie de l'année. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez un nombre de postes vacants relativement important, 28. Ça ne veut pas dire qu'il y a 28 postes vacants, mais les agents qui vont pouvoir bénéficier de ces avancements de grade, nous devons ouvrir les postes avant de faire le transfert. Donc, aujourd'hui, c'est des postes pourvus et demain, nous fermerons, enfin, dans une prochaine mise à jour, nous fermerons les postes vacants délaissés par les agents qui ont pu bénéficier de leur avancement de grade. Donc aujourd'hui, nous avons 140 postes budgétaires ouverts sur la collectivité d'agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique territoriale, ce qui représente un global de 106,68 équivalents temps plein dans les différentes filières dont les agents bénéficient sur leur poste de travail. Je vais vous passer le détail de chaque équivalent temps plein par filière. Donc cette mise à jour va permettre non seulement de promouvoir les agents qui bénéficient d'avancement de grade, mais aussi de nettoyer le tableau des effectifs avec les agents qui ont pu quitter la collectivité pour des mutations. Les postes sont fermés. Voilà, Monsieur le maire, de manière résumée. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci.
Nous allons passer au point numéro 6 sur la création des emplois non permanents. Alors là, vous l'avez à l'écran, toute une série d'emplois contractuels non permanents. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la première adjointe, Hanan Mahalem. Merci, Monsieur le maire. Donc, les emplois de chaque collectivité sont, comme vous le savez, créés par l'organe délibérant de la collectivité et il appartient donc au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. La collectivité doit faire face à des besoins pour la réalisation de certaines missions, principalement pour assurer des remplacements, des renforts ponctuels ou propres à un respect de la réglementation. Il est donc proposé de recruter des agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des besoins liés à un accroissement d'activité. La commune, donc à compter du 1er août 2025 et pour une durée maximale de 12 mois, propose de créer des emplois non permanents correspondant aux besoins des services, tels que vous l'avez donc détaillé dans le tableau qui vous apparaît à l'écran. Donc il s'agit de 31 postes sur la filière animation, 21 sur la filière technique, et j'oublie donc 12 postes sur la filière administrative. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer au point numéro 7 sur la modification des modalités d'exercice du temps partiel au sein de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur le DGS, Alaric Bergerot. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de se mettre à jour sur les modalités d'exercice du temps partiel puisque un décret du 30 décembre 2024 est venu modifier ces conditions requises, que ce soit pour les agents titulaires ou pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale. Le plus simple était de vous faire un tableau sur les évolutions avant-après, ce qu'a ouvert ce décret. Donc sur les agents fonctionnaires temps complet, temps non complet, les droits ouverts sur les quotités n'ont pas changé. L'évolution, je pense que j'ai... Oui, l'évolution se... Je ne touche plus. Une première évolution concernant les contractuels qui, à temps non complet, ne pouvaient pas bénéficier jusqu'à cette réforme d'une possibilité de demander un temps partiel sur leur temps de travail. Donc cette possibilité est aujourd'hui ouverte. Et pour les temps complets, temps non complets, autre évolution, il n'y a plus de conditions d'ancienneté pour pouvoir solliciter auprès de l'employeur un temps partiel. Autre évolution concernant les agents titulaires. Jusqu'à présent, le temps complet ne pouvait, sur les agents à temps non complet, ils ne pouvaient pas bénéficier d'un temps de travail qui était inférieur à un mi-temps. Donc les droits n'étaient pas ouverts. Aujourd'hui, ils peuvent solliciter une quotité qui ferait que leur temps de travail deviendrait inférieur à un mi-temps. Classiquement, un agent aujourd'hui qui aurait un temps de travail à 25 heures pourrait demander un 50% de ce 25 heures. Donc on descendrait en dessous d'un mi-temps. Enfin, dernière évolution, concernant les agents contractuels, sur l'évolution pour les agents qui étaient à temps complet, là aussi la condition d'ancienneté a été supprimée. Et pour les agents à temps non complet, peuvent eux aussi bénéficier d'une quotité de temps de travail qui leur permettrait d'avoir un temps de travail inférieur à un mi-temps. Voilà, c'est des évolutions qui sont venues rendre l'accès au temps partiel, j'ai envie de dire, plus simple pour les agents, qu'ils soient titulaires contractuels, une certaine égalité, puisque ça reste des agents de la fonction publique. Bien sûr, ces autorisations sont sous réserve des nécessités de service et cela ne concerne pas les temps partiels de droit. Merci beaucoup, Monsieur Bergerot. Sujet qu'on a passé d'ailleurs au CST, avec un avis favorable à l'unanimité. Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous, on va passer au point numéro 8 sur le transfert d'emploi dans le cadre du transfert de compétences.
Alors là, à l'écran, vous êtes au point numéro 9. Ah, voilà. Transfert d'emploi dans le cadre du transfert de compétences. Donc, le 26 juin, alors c'est peut-être je regarde les services, mais peut-être que les 2 premières phrases, il faudra les mettre au présent, puisque quand la note de synthèse a été rédigée, c'était marqué sous réserve de délibération du conseil communautaire du 26 juin. Les conseils communautaires le savent, ils étaient présents, il y a eu un vote à l'unanimité sur ce sujet-là. Donc l'intérêt communautaire de la communauté de communes a été modifié, du coup, le 26 juin, voté à l'unanimité par les conseillers communautaires, s'agissant des compétences optionnelles construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et action sociale d'intérêt communautaire à partir du 1er septembre. Et donc, il devrait, depuis cette date, être considéré comme l'intérêt communautaire toute construction, aménagement ou gestion des équipements aquatiques à partir du 1er septembre. Et de fait, vous le comprenez, à partir du 1er septembre, la piscine ou les piscines de Saint-Sulpice seront donc propriété de l'intercommunalité Tarn-et-Gagout et en gestion par l'intercommunalité Tarn-et-Gagout. De ce fait, et suite à cette évolution, la commune de Saint-Sulpice va transférer les compétences exercées, donc désormais, si on se projette au 1er septembre, dans le cadre intercommunal et rien que intercommunal, tel notamment que la gestion de la piscine située, qu'on connaît tous, au 11 avenue Rhin-Danube à Saint-Sulpice-la-Pointe. Ce transfert va aussi avoir comme conséquence le transfert du personnel affecté en totalité au service ou affecté en partie au service chargé de la mise en œuvre du traitement de la compétence aquatique sur le territoire communal. On peut noter 19h pile, arrivée de Benoît Albagnac. Bonsoir Benoît. Le dispositif donc, de transfert de personnel est arrêté conjointement, bien sûr, en négociation entre la communauté de communes et la commune après avis de leur CST, avec les représentants du personnel. Et d'ailleurs, le CST de Saint-Sulpice a été réuni ce jour avec un avis à l'unanimité pour un transfert. Les agents donc relèvent ou relèveront de la communauté de communes dans les conditions d'emploi et de statut qui leur sont aujourd'hui octroyées et donc qu'ils conserveront le bénéfice notamment du régime indemnitaire qui leur est applicable à Saint-Sulpice-la-Pointe. En fonction des compétences transférées, une liste des postes concernés est établie. Pour Saint-Sulpice, on ne parle même pas au pluriel puisque vous l'avez dans cette note. Et c'est ce qui vous est proposé ce soir au vote. On parle d'un emploi dans la filière sportive d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, en gros chef de bassin ou maître nageur, en traduction citoyenne, de catégorie C, dans une quotité d'un emploi temps plein à 100% sur la piscine. Et donc ce qu'on vous propose ce soir sur ce point, c'est de valider de manière favorable le transfert de cet emploi de la municipalité de Saint-Sulpice-la-Pointe en direction de l'intercommunalité dans le cadre du transfert global des compétences et en particulier sur ce point le transfert du personnel. Y a-t-il des questions ? 1, 2, 3. Oui. Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice demain. Il n'y a pas de sujet particulier par rapport à ce transfert-là. Mais je profite du coup qu'on évoque la question de la piscine. Pour vous demander, est-ce qu'il y a une commission d'évaluation des charges transférées qui va se faire? Parce que du coup, on l'a voté à la CCTA. Et ça m'a quand même étonné que la commission ne se soit pas tenue avant. Enfin, bon, tant mieux, hein, on fait le transfert, nous, ça nous va. Mais du coup, est-ce qu'il est prévu d'en tenir une? Et ensuite, juste une proposition, parce qu'on est dans une période de canicule, comme tout le monde le sait et le vit. Nous, on aimerait bien que, si on a d'autres épisodes de canicule dans les prochaines semaines cet été, la piscine puisse être gratuite pour l'ensemble de la population, pour que les gens puissent venir se rafraîchir. Voilà, donc c'est une proposition qu'on vous fait ce soir en séance.
Alors, ça a été dit lors de la séance du conseil communautaire, Monsieur Lassalle, une fois le transfert acté, la collecte, effectivement, peut se faire en amont, mais elle peut se faire en aval aussi. Et l'intercommunalité et la commune de Saint-Sulpice auront 3 mois, délai maximum, pour réaliser cette collecte, ce qui se fera, d'ailleurs, Gérard Porte l'avait dit ici en conseil municipal, dès l'automne, courant octobre-novembre. Il y a une commission des finances qui se réunira pour justement évaluer les charges transférées. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, écoutez, j'ai pas encore la boule de Madame Irma sur les canicules qui pourraient potentiellement arriver. Ce qui est certain, c'est que je réaffirme l'ouverture de la piscine municipale ce week-end. Les horaires ont été communiqués. Dans la mesure des moyens de vacation qu'on peut mettre en place, et heureusement qu'on a voté favorablement, l'équipe majoritaire, les moyens de vacation, parce que s'il y avait eu un vote unanime aujourd'hui négatif, résultat, on n'aurait pas pu recruter les vacataires maîtres nageurs. Donc on est en cours justement de faire passer les entretiens. Donc le vote de ce soir sur les vacations et l'autorisation, et je remercie l'équipe majoritaire favorable, va permettre justement d'ouvrir des créneaux. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de maîtres nageurs disponibles, puisque il faut savoir que les maîtres nageurs en France sont attirés par l'océan ou la Méditerranée, où les rémunérations sont bien plus élevées que des vacations sur des sites municipaux. Les campings, par exemple, aujourd'hui, 3, 4, 5 étoiles rémunèrent beaucoup mieux et beaucoup plus les maîtres nageurs. Et donc, vous avez dû le voir sur les horaires d'ouverture, on est limité sur le nombre de jours et on est limité sur la période, tout simplement parce qu'il nous manque des ressources humaines de maîtres nageurs. Et donc, pour répondre à votre question, si à période de canicule, ça sera dans les créneaux d'ouverture de la piscine, puisqu'on n'ouvrira pas plus de créneaux étant limité par la sécurité et les obligations légales des maîtres nageurs qui ont en charge la sécurité des gens qui sont sur le site. Donc il n'y aura pas de possibilité d'ouverture de plus de créneaux. Il y aura possibilité peut-être de moduler en fonction des semaines. Par contre, le tarif est connu, il va être communiqué, je crois, sur le site internet, et donc la piscine ne sera pas gratuite, elle sera bien payante. Avec l'introduction aussi d'une tarification nouvelle hors CCTA, puisque c'était une demande de l'intercommunalité dans le cadre de ce transfert de compétences, c'était de coller à la tarification, ou en tout cas le barème de tarification de la CCTA, pas sur les montants, mais sur sa façon d'être mis en place. Et il faut savoir que le bassin au pastel aujourd'hui, il y a des tarifs pour les gens qui habitent le territoire CCTA et des tarifs différents, plus chers, pour les gens qui sont hors territoire CCTA. Et donc, à la demande de l'intercommunalité, on a changé les tarifications pour faire rentrer le barème hors CCTA dans la tarification de la piscine. Juste pour vous répondre, sur la question de la vacation, déjà vous auriez dissocié le vote, peut-être qu'on l'aurait voté, mais quoi qu'il en soit, si on estime qu'on fait de la vacation sur un mois complet, on est en capacité de faire aussi un contrat à durée déterminée qui ouvre pas les mêmes droits que si on précarise davantage en faisant de la vacation. Et vous le savez, chaque année, on dit la même chose. Je ne vais pas refaire le débat qu'on a déjà eu ici à plusieurs reprises, d'où notre vote contre. La question, c'est pas d'ouvrir plus de plages, mais effectivement, on pourrait se poser la question, parce qu'a priori, on s'oriente vers un été qui sera aussi chaud que celui de 2003. En tout cas, pour l'instant, on a battu déjà le record du mois de juin le plus chaud. Et on pense que c'est ce qui pourra se produire. Nous, notre sujet, c'est simplement de dire, si on rentre à nouveau dans une phase de canicule, il serait souhaitable, parce qu'on a plein de gens qui sont, maintenant on appelle ça des logements bouilloires, de leur permettre d'avoir accès à un moyen de se rafraîchir. Et très honnêtement, je ne pense pas que les recettes qu'on va percevoir cet été avec la piscine combleront les dépenses qu'on va engager pour la faire tourner. Et à savoir aussi que les dépenses qui vont être engagées seront en partie comblées par la CCTA, puisque la CCTA s'est engagée à financer via différents mécanismes le coût de fonctionnement cet été de la piscine. Donc je pense que il y aura peut-être que là on va finir un épisode de canicule qui aura duré 3-4 jours, un peu plus. Il n'y en aura peut-être pas d'autres, mais il y en aura peut-être un autre ou 2 autres de plus. Et ma foi, 4-5 jours, on se dit que on ouvre la piscine et les gens peuvent venir se baigner, se rafraîchir. Je pense que ça serait plutôt une bonne chose.
Ce que me disait monsieur le DGS, c'est que au final, c'est pas une décision d'élu, c'est une décision de service. Qui justement, il y a des comités d'urgence et monsieur le DGS me disait à l'oreille là, pour vous répondre, il n'y a pas eu besoin des élus l'année dernière en plein mois de juillet-août pour prendre des décisions, notamment quand il y a eu un pic de canicule rouge où justement il y a eu une réunion de crise des services internes de la mairie, pilotée et présidée par monsieur le DGS, et il y a eu 2 jours d'ouverture de piscine gratuite les jours de canicule. Donc je ne vais pas vous répondre là aujourd'hui parce que vous êtes persuadé qu'il y aura une canicule. Moi, je suis beaucoup plus modeste en disant ça se trouve, on va avoir un mois de juillet désastreux et il va faire que pleuvoir. Ça, je ne le sais pas. Ce qui est certain en tout cas, c'est que nos services, une fois qu'on aura le personnel vacataire entrant et arrivé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est extrêmement limité sur cette période, cette quinzaine là, du 15 juin au 5 juillet, 5-6 juillet, quand on aura les vacations de maîtres nageurs qui seront arrivées, bien sûr, je fais confiance auprès des services. L'idée n'est pas de rendre la gratuité de la piscine toute la saison. Ça, c'est hors de question. C'est pas ça. Mais non, mais, après, les services font leur travail, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense qu'à un moment donné, on est là au sein du conseil et on peut acter simplement le fait que si on rentre dans une alerte rouge canicule ou rouge. Oh, mais voilà, et les services, voilà, ils ont la consigne, au moins c'est clair pour tout le monde. Alerte rouge canicule, on ouvre la piscine à qui veut venir se rafraîchir. Voilà. Mais ça pour le coup, je peux prendre l'engagement ce soir en disant Monsieur Lassalle, je m'engage à s'il y a un plan canicule rouge mis par le préfet et par arrêté préfectoral d'ouvrir la piscine gratuitement. Mais je vais mettre plein de conditions, à la condition que la jauge de l'ERP soit respectée, qu'on ne se retrouve pas avec 2000 personnes dans le bassin, et à la condition que tous les maîtres nageurs soient en capacité de mettre en sécurité les gens qui sont dans le bassin. Et je peux vous dire que pour piloter avec Madame Mahalem les réunions, et Jean-Philippe Filighetti n'est pas là ce soir, mais de coordination avec les maîtres nageurs, c'est pas si simple. Voilà. Ça demande beaucoup de discussions, de temps, parce qu'un maître nageur a les responsabilités aussi de tenir l'infirmerie sur le site. Donc il y a plein de sujets. Donc moi je vous dis oui, sur le principe, bien sûr. Bien sûr qu'on l'a fait là pour les scolaires aujourd'hui, parce que justement, on a eu une réunion très tard hier soir où le maître nageur a dit, écoutez, dans mes aménagements d'horaire, je peux le faire. Je vais le faire. Ok, on ne met pas en danger aussi... parce qu'il y a un respect légal de l'employeur, vous savez, il y a un nombre d'heures à respecter continu, avec un créneau de repos entre 2 séquences de travail. Donc il y a tout ça qui rentre en œuvre. Et typiquement aujourd'hui, le maître nageur était réservé sur de l'apprentissage de nage dans ce créneau 15 juin, 6 juillet ou 5 juillet, on va dire, jusqu'à vendredi. Normalement, qu'une partie de la journée. Et là, hier soir, il nous a dit, bon, ok, moi, je le fais exceptionnellement, je peux le faire qu'une journée. Comme on savait qu'il y avait énormément de risques, on n'a pas eu de vigilance rouge aujourd'hui, mais on est sur de l'orange très haut, bien mûr, quoi. Le maître nageur nous a dit, bon, si je prends le risque une journée, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on, sous l'impulsion de Nathalie Marchand, on a fait un message, enfin, nos services ont fait un message tardivement hier soir, en disant... si on peut, et d'ailleurs on a eu un bon retour puisqu'on a fait un point d'étape juste avant de venir en conseil municipal. Le maître nageur nous disait on a reçu plus de 15 classes, collèges, écoles privées, écoles publiques, des enseignants qui ont pris l'initiative en disant non, moi je préfère qu'ils soient dans l'îlot de fraîcheur, même s'ils ne sont pas dans l'eau, ils sont à l'ombre quand même du parc municipal. Et au final, c'était une réussite cette journée. Donc quand on peut le faire, j'ai envie de dire, on essaye de le faire. Maintenant, avec plein de conditions que j'espère que vous comprenez. Donc, on est à peu près en phase. Si je puis dire ainsi, monsieur Lassalle. Si je peux me permettre, une petite intervention. Donc, Nicolas Belli. Au sujet des maîtres nageurs, il faut savoir que dans le Tarn, et même globalement en France, il en manque. Dans le Tarn, cette année, il y a entre 20 et 25 BNSSA qui ont été passés, qui ont été diplômés. Et c'est largement insuffisant. En fait, aujourd'hui, je peux vous dire, quelqu'un qui a le BNSSA, en 5 minutes, il trouve un travail. C'est simple, l'Île-sur-Tarn
cherchent des maîtres nageurs. Il leur en faut 3, ils en ont trouvé 2. Donc sur une ouverture normale, ils ne pourront pas ouvrir parce qu'ils vont être limités en quantité d'ouverture, de places d'accès. Le bassin de Caraman, qui est un parc de loisirs, a réussi à trouver péniblement. Ils ont eu un dernier maître nageur qui a été recruté, qui vient de Lille, pas de Lille-sur-Tarn, mais de Lille, dans le nord de la France, qui arrive mardi, et ils ont pu ouvrir grâce à ça. Il leur faut 5 BNSSA, ils en avaient 4 jusqu'à maintenant. Donc c'est pour dire qu'en fait, si vous connaissez des jeunes qui cherchent du boulot, qui passent le BNSSA, il faut 1 an, et ils auront du travail très 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 rapidement. À savoir, comme le disait Monsieur le maire, aujourd'hui les BNSSA sont plus attirés par des postes des postes côtiers. Tout ce qui est base de loisirs en territoire sont assez peu pourvus et peu courus. Donc voilà, le problème concerne en dernier les piscines, les piscines municipales, qui forcément ont du mal à recruter. Je prends l'exemple de Saint-Sulpice, mais c'est aussi l'Avor et c'est aussi l'Île-sur-Tarn. Merci, Monsieur Belli. Je propose de revenir du coup à l'essentiel et à l'objet de ce point numéro 8, qui est le transfert d'emploi. Et vous l'avez compris, donc un seul emploi transféré d'opérateur territorial des activités physiques et sportives. Je vous propose donc de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer au point... alors j'espère que les services ont noté l'arrivée de Madame Manteau. Ouais, c'est bon. Bonsoir Madame Manteau. On va passer au point numéro 9 sur le contrat d'obligation de service public pour l'exploitation et la gestion du service de mobilité entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et la société SPL, Société publique locale, d'un point à l'autre. Hein, c'est le Sulpicien, comme vous avez à l'écran, et la charte graphique du Sulpicien. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur le conseiller municipal et délégué aux mobilités, Benoît Albagnac. Merci Monsieur le maire. Par délibération du 3 juillet 2023, la commune a procédé au renouvellement du contrat d'obligation de service public pour l'exploitation et la gestion de services de mobilité entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et la société publique locale d'un point à l'autre pour une durée de 8 ans à compter du 1er septembre 2023. Ce contrat a pour objet de confier à la SPL la gestion de l'exploitation des services de mobilité et également toute étude ou activité en lien avec la mobilité. Les principales évolutions ont porté sur l'acquisition de 2 véhicules neufs par la SPL, dont un hybride, la détermination de nouveaux horaires et l'évolution du tarif de la demi-journée de TAD. De ce fait, le coût annuel du contrat a été porté à 186 065 € hors taxe. Il s'avère que des réajustements de dépenses sur certains postes doivent être effectués. Réévaluation du coût horaire de 20 € à 24,17 € hors taxe à la suite d'une réintégration de certaines charges. Modification des charges sur le matériel roulant dont l'impact est présenté dans le tableau, donc avec des valeurs différentes et supérieures pour les deux bus. L'augmentation des cotisations d'assurance de l'ordre de 12%, portant le coût de 2 250 € hors taxe à 2 545 € hors taxe. Sous-estimation de la consommation de carburant de nouveaux véhicules Isuzu avec une consommation estimée par le constructeur de 22 litres au 100, mais une consommation réelle de 25 litres au 100. Sous-estimation des trajets haut le pied de 8% à la suite des modifications d'itinéraire et du déménagement du dépôt de Saint-Sulpice. Ces différentes réévaluations impactent le coût annuel du contrat, dont la revalorisation pour la période 2025-2026 doit être augmentée de 36 770 € hors taxe. Cette revalorisation s'appliquera également sur les années restantes du contrat. Avez-vous des questions? Des remarques? Donc oui, deuxième page. Il y a les détails des coûts sur la page suivante. Je vous propose, pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. On va passer au point numéro 10 sur l'adhésion de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe au réseau francophone des villes amies des aînés. Forcément, pour présenter, vous avez le logo Ville Amies des aînés à l'écran. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe aux solidarités, Laurence Blanc. Merci, Monsieur le maire. Face à la nécessité pour les collectivités de s'interroger sur le vieillissement de leur population
est née l'initiative mondiale des villes amies des aînés, lancée en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif poursuivi est d'adapter notre territoire à une population vieillissante pour permettre d'améliorer ses conditions d'épanouissement. Le réseau francophone des villes amies des aînés, association sans but lucratif, a pour but de développer au niveau francophone la démarche initiée par le réseau mondial des villes amies des aînés de l'OMS. Le réseau accompagne les collectivités à la mise en œuvre du projet et valorise leur initiative. Il permet également de favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les adhérents et créer ainsi les conditions d'une meilleure adaptation des territoires aux aînés, en particulier en favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant la dynamique ville amie des aînés autour de 3 principes: la lutte contre l'agisme, le sentiment d'appartenance au territoire des habitants et la mise en place d'une démarche participative et partenariale. Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd'hui pour notre collectivité de participer à cette dynamique et d'adhérer au RFVAA. Aussi, nous nous engageons à mettre en œuvre les principes fondamentaux de la dynamique ainsi que les différentes étapes de la démarche Ville Amie des Aînés, à savoir élaborer un diagnostic territorial autour de 8 thématiques Ville Amie des Aînés, définir un plan d'action Ville Amie des Aînés, le mettre en œuvre et l'évaluer, informer annuellement le RFVAA de l'ensemble des étapes de projet et transmettre les documents s'y rapportant, participer à la vie des réseaux francophones, échange et valorisation de bonnes pratiques sur le site internet RFVAA, participation aux événements, colloques, journées de formation, voyages d'études, concours, ville amie des aînés, etc. Transport, mobilité, habitat, bon, voilà. Il vous est proposé d'adhérer au réseau francophone des villes amies des aînés, d'approuver la charte RFVAA, si annexée, de désigner Monsieur le maire en tant que représentant titulaire pour représenter la collectivité au sein de l'association, de me désigner adjointe au maire en tant que représentant suppléant, d'approuver le versement de la cotisation annuelle dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'habitants, soit 360 € pour 2025, d'autoriser le dépôt d'un dossier auprès du Fonds d'appui territoire innovant senior 2025-2026 afin d'engager des études et actions nécessaires à l'obtention du label Ville Amie des Aînés avec un coût associé de 300 € pour 2025. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est que vos propos étaient clairs, Madame Blanc, merci beaucoup. Je vous propose donc de valider cette adhésion. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie, notamment pour nos aînés. Nous allons passer au point numéro 11 sur la signature d'un protocole relatif au partenariat entre le parquet de Castres et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, notamment sur le renforcement des actions de justice de proximité. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint à la sécurité de la commune, Stéphane Bergonnier. Merci monsieur le maire. L'objet de ce protocole est le développement et l'approfondissement des relations partenariales entre le parquet de Castres et les maires du ressort dans le cadre du renforcement de la justice de proximité conformément à la politique pénale définie par le gouvernement. Au-delà des relations qui se sont tissées entre le parquet de Castres et les élus locaux à la faveur des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et l'SPD, dont nous avons à Saint-Sulpice, il apparaît en effet essentiel d'apporter une réponse pénale plus adaptée à la réalité des territoires et mieux connue de tous. Ceci étant exposé, le présent protocole vise à faciliter par la formalisation d'un partenariat entre le parquet de Castres et le maire, la pratique de l'échange d'informations, du rappel à l'ordre, de la transaction municipale et le classement sous condition de réparation en nature, de la mise en place d'un conseil pour les droits et devoirs des familles et des mesures de travail non rémunérées. Le présent protocole est conclu pour une durée de 12 mois à compter de sa signature et sera renouvelable par tacite reconduction. De plus, une rencontre annuelle des parties est organisée afin d'évaluer les conditions de réalisation du dispositif et, si nécessaire, procéder à d'éventuels ajustements. Les membres du conseil municipal est invité
prendre position pour la signature ou non de ce protocole. Merci. Merci, Monsieur Bergonnier. Y a-t-il des questions? Je vous propose donc de le passer au vote pour un partenariat, donc engager la commune dans un partenariat avec le parquet de Castres. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 12 sur un nouveau protocole relatif au partenariat entre le parquet de Castres et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, mais cette fois-ci sur la mise en œuvre de travail non rémunéré. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint à la sécurité, Stéphane Bergonnier. Merci, Monsieur le maire. En fait, ce point, c'est la suite du point 5 du précédent protocole que nous avons voté, qui concerne le travail non rémunéré et qui détaille toutes les conditions à mettre en place pour pouvoir mettre en place le travail non rémunéré. Est-ce que vous souhaitez plus d'informations ou... Non. Une question de monsieur Jouve. Alors, la différence entre les travaux d'intérêt généraux, qu'on appelle TIG, ou les TNR, travaux non rémunérés, le TIG a été longtemps en fait la seule base de travail entre le parquet et les communes. Le TIG, c'était effectivement une sanction où le juge venait appliquer le TIG. Là, on est en amont de cette mise en œuvre, c'est-à-dire que plutôt que de choisir la voie et de pouvoir du jugement et de désengorger les tribunaux, je vais prendre un exemple. Christian Jouve se fait attraper à 180 km/h sur l'autoroute, c'était limité à 130. Pour le coup, c'est quand même une amende sévère et ça peut passer au tribunal. Et donc la justice vient dire soit vous payez votre amende et vous passez au tribunal, soit vous faites des travaux non rémunérés. Et du coup, votre amende est effacée. Et donc, il y a un juge qui a été nommé, il y a un procureur de la République qui a été nommé dans le Tarn, récemment à Castres, qui sera, après l'expérimentation qui a été faite à Toulouse depuis 3 ans et qui marche vraiment très très bien. Il y a eu 6 territoires d'expérimentation. Il y a eu un désengorgement des tribunaux, une augmentation des TNR. Et donc en gros, on est sur de la médiation. On est sur de la discussion en amont en disant « Monsieur, Madame, vous avez fait ça. On vous propose en fait des travaux non rémunérés qui est en fait une sanction effectuée dans un délai court et ça nous appelle en fait à quoi? À remonter le civisme des gens où on voit bien que en général tous les élus le témoignent, l'incivilité est grandissante et en augmentation. Ça veut dire aussi de l'autre côté, c'est que pour ce protocole-là, il faut pouvoir au procureur de la République spécialisé sur les TNR diriger vers des potentiels employeurs. Et donc pour ça, il faut que les employeurs s'identifient, c'est ce qui vous est proposé ce soir, et ensuite il faut adresser une liste de fiches de poste, comme des recrutements dans une société. Le procureur qui est venu à l'intercommunalité nous présenter ça sur Toulouse disait par exemple ils ont conventionné avec la ville de Portet-sur-Garonne. La ville de Portet-sur-Garonne a besoin d'animateurs territoriaux pour faire des animations à l'office du tourisme. Faut donner un coup de main pour soulever des tables, bouger des chaises, etc. De personnel de ménage. Ça peut être du personnel administratif pour aider sur les cartes d'identité, etc. Il n'y a pas besoin de passer d'accréditation, il n'y a pas besoin de passer de diplôme, de certification. On est sur cette personne-là. Le procureur lui propose, est-ce que vous prenez ou vous ne prenez pas? Et si elle prend, écoutez, j'ai la mairie de Portet-sur-Garonne qui propose dès demain à 6h du matin un poste d'agent ménage pour 8 heures ou 7 heures par jour. Vous prenez pas.
la personne a le droit de revenir en arrière en disant non, je reviens, non, je veux pas. Auquel cas, il y a d'autres propositions qui lui sont faites, 3 maximum. Et si c'est pas le cas, ça repasse en fait dans le circuit traditionnel. Ça marche plutôt bien. La différence entre le TIG et le TNR, c'est que le TIG aujourd'hui, il y a eu un changement de législation il y a 2 ans. On est obligé, on ne peut plus conventionner entre le parquet et la commune, ce qu'on avait fait nous à Saint-Sulpice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut un organisme labellisé, un peu comme les ESAT dans le travail en situation de handicap, où vous avez les ESAT qui sont les organisateurs. Là, c'est la même chose pour les TIG aujourd'hui. Il faut un organisme intermédiaire qui contrôle que la personne soit qualifiée, que le travail soit fait, etc. Dans le Tarn, on n'a pas d'organisme aujourd'hui. Donc les TIG sont pour l'instant inapplicables. En tout cas, des TIG volontaires. Donc les TNR sont vraiment la loi de simplification sur la justice. Pour le coup, a amené ce sujet-là. Et le procureur nous a dit, bon, les 6 territoires d'expérimentation depuis 3 ans ont donné des scores assez incroyables. Et donc là, il y a la deuxième vague qui se déploie. Et le Tarn fait partie de cette deuxième vague. Et d'ailleurs, il y a eu déjà un recrutement pour l'ensemble du Tarn d'un procureur spécialisé sur cette question, puisque je vais être grossier et caricatural, mais c'est un peu presque une personne de Pôle emploi, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, ce procureur, qui prend le TNR, donc la personne en justice, et qui a toute sa liste de municipalités, d'associations aussi, puisque les associations peuvent aussi s'identifier et signer avec le parquet en disant moi je suis une association de sport, de culture, etc. Et j'ai besoin de main-d'œuvre pour m'aider sur un projet ou bien pour le quotidien de la gestion de l'association. Et typiquement, l'assos peut aussi signer un accord avec le parquet. Donc on voit qu'il y a multiplicité d'employeurs, les agglomérations, les intercos, etc. Et là, la mise en relation est faite un peu comme Pôle emploi, direct entre le chercheur d'emploi et puis l'employeur. Voilà, donc ça doit permettre, le procureur nous disait, de vraiment, la mission numéro 1, c'est de désencombrer les tribunaux de tous ces petits délits. Alors c'est toujours un grand délit, mais c'est des petits délits parce que c'est pas du pénal, ça finit pas aux assises, etc. quoi. Donc ça peut être vite traité, quoi. Et ça permet aussi, ce que disait, il y a eu des témoignages d'employeurs, notamment la mairie de l'Île-Jourdain, qui disait moi j'arrivais pas à trouver de personnel. Ce que disait M. Belli sur les maîtres nageurs, j'arrivais pas à trouver de personnel pour le ménage. Aujourd'hui c'est bon. Toutes les semaines, en fait, j'ai des gens qui sont punis par la loi et qui viennent faire du minage en mairie. Nettoyer les écoles, par exemple. On a l'Île-Jourdain qui a dit on a eu du personnel à la cantine municipale qui est venu servir les enfants parce que cette personne-là était punie par la loi. Donc ça ramène aussi, je pense, une action bénéfique sur la valeur travail et aussi redonner du sens à l'action civique, notamment en direction de l'action publique. Y a-t-il d'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Point numéro 13, sur une convention de servitude de passage entre le concessionnaire Enedis et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe pour une canalisation souterraine située sur le chemin de la Planquette. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint aux travaux, Bernard Capu. C'est une convention, souvent on passe des conventions avec Enedis. Vous allez voir, il y a deux liens avec les deux conventions qu'on va passer. La première, il y a un lien aussi avec la démolition de polyespace, parce qu'on a les PDL qui est dans le polyespace, et quand on va les séparer, puis il faut se mettre en conformité aussi pour les PDL qui soient proches du bâtiment. Donc c'est une convention qui va se passer chemin de la Planquette, en face la cantine Pagnol, pour vous le situer. Et donc, il y aura une tranchée qui va traverser la route et on va raccorder la cantine sur le nouveau réseau. Donc, c'est avec Enedis qu'on passe une convention pour leur permettre de d'utiliser la route et d'une longueur de 6 mètres et d'une largeur de 1 mètre pour la maintenance de ces travaux. Et on aura une indemnité forfaitaire de 75 € qui sera versée à la collectivité. Merci, monsieur Capu. Y a-t-il des questions sur ce point ? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Deuxième point
sur les conventions de servitude, le point 14, toujours entre le concessionnaire Enedis et la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, toujours sur une canalisation souterraine, mais cette fois-ci située au 15 avenue Rhin et Danube. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame la conseillère municipale Muriel Philippe. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, des travaux sont projetés sur le territoire communal par Enedis, qui sollicite la commune pour la constitution d'une convention de servitude sur la passerelle communale cadastrée section B numéro 906, 6-15 avenue Rhin et Danube, relative à la construction, l'entretien et l'exploitation d'une canalisation souterraine d'environ 1 mètre de long sur une bande de 1 mètre de large avec un ou plusieurs coffrets et ses accessoires. Nous avons en vision l'emplacement. La société Enedis ne versera pas d'indemnité à la commune et prend à sa charge les frais de la publication de cette convention au bureau des hypothèques. Cette servitude autorise les travaux et donne la permission de pénétrer sur la propriété pour de la surveillance, de l'entretien, de la réparation ou du remplacement de l'ouvrage. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la présente convention de servitude entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et Enedis relative à l'établissement, l'entretien et l'exploitation d'une canalisation souterraine située 15 avenue Rhin et Danube, telle que présentée et annexée. D'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à signer au nom de la commune ladite convention dont la publication au service de la publicité foncière sera assurée par Enedis, les frais du dit acte restant à leur charge. Juste pour compléter aussi, c'est un lien toujours comme je vous l'ai dit, ça se passera à la Messale, parce que pour l'éclairage du stade et des nouveaux vestiaires. Puisque les points pour allumer les vestiaires, le stade et le nouveau vestiaire sont à l'intérieur de Polyespace. Donc pour les séparer, voilà ces travaux qu'on doit faire. Voilà, mesdames, messieurs, y a-t-il des questions sur ce point 14? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer au point numéro 15, sur la délégation, la DSP, la délégation de service public pour la gestion de l'assainissement et de l'eau pluviale avec Suez, et une présentation d'un avenant numéro 1. Pour expliquer cet avenant numéro 1, je vais laisser la parole à Monsieur le conseiller municipal Nicolas Bellier. Merci Monsieur le maire. Donc il y a un peu plus d'un an, on avait voté donc, cette délégation de service public à la société Suez. Et donc dans l'objectif d'amélioration des installations existantes, il y a quelques éléments quantitatifs à mettre à jour au contrat qui concernent les prestations liées à la collecte des eaux pluviales. Dans le cadre des contrôles de conformité des installations, d'assainissement collectif, mais aussi de protéger le futur acquéreur. Il est donc demandé de clarifier la durée de validité du contrôle de branchement afin de réaliser les travaux nécessaires. Le règlement de service et le bordereau des prix doivent être aussi modifiés afin de fixer le cadre temporel clair et incitatif. Et il y a également 2 erreurs d'écriture qui ont été constatées. La première qui concerne la date de mise en service du procédé Indance. Il convient de lire au 31 décembre 2026 au lieu du 31 juin 2026 tel qu'il était écrit. Et la deuxième est relative à la personnalisation des tampons. Donc tous les détails sont dans l'annexe, fourni avec l'ordre du jour. Donc il est proposé à l'Assemblée d'approuver cet avenant numéro 1 au contrat de délégation de service public pour la société Suez et la commune. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. On va passer au point numéro 16 que je vais présenter sur l'adhésion qui vous est proposée ce soir pour un montant de 1 500 € annuel à l'adhésion donc à l'association Les Synergies du Pastel. Les Synergies du Pastel, c'est une association qui s'est créée à l'initiative des Portes du Tarn, donc la zone des Portes du Tarn, qui a engagé aussi l'énorme syndicat que vous connaissez de la métropole toulousaine de propreté qui s'appelle le syndicat d'Écossette.
notamment avec son incinérateur à Bessières, et le syndicat Trifil, qui est le plus gros syndicat de propreté du département du Tarn. L'idée est de porter tous ensemble une démarche d'écologie circulaire et d'économie circulaire, en faveur de l'écologie et notamment de la transition écologique, en créant une démarche d'écologie industrielle territoriale, ce qu'on appelle EIT, sur un territoire qui longe l'ensemble de l'axe A68 et représentant plus de 140 000 habitants. Cette démarche d'économie circulaire, appelée donc les synergies du pastel entre Garonne et Tarn, vise à favoriser la mise en commun de ressources pour tous les acteurs économiques, que ce soit les entreprises du territoire, les artisans, les indépendants, les collectivités, de pouvoir mettre en commun en fait tout ce qui nous rapproche ou ce qui pourrait nous rapprocher sur la gestion des déchets, le réemploi, le recyclage, même le sur-recyclage. Ces acteurs donc économiques développent entre eux, partagent leurs performances, leur impact sur leur environnement, leur résilience. Et donc l'idée est d'engager la commune de Saint-Sulpice, qui serait la deuxième collectivité à adhérer après l'intercommunalité Tarn-et-Gaout. Et en tant que vice-président à l'environnement, c'est un sujet que j'ai porté en Tarn-et-Gaout, notamment pour inciter l'ensemble des acteurs à la recherche et à la création de synergies entre les acteurs économiques du territoire, notamment réussir à faire à ce que les déchets des uns deviennent la matière première des autres. Et pour avoir participé à 2 ateliers des synergies, on est déjà sur une très forte lancée avec des acteurs économiques, plus de 80 personnes aux ateliers et aux réunions, des chefs d'entreprise, des PDG, des ouvriers aussi de sociétés. Et on est vraiment dans la transition écologique du concret. Je vais vous prendre un exemple, c'est la carrière Cougo Granula qui est en direction de Lavore, qui enterre et enfouit des déchets des briqueteries de Toulouse lors de la fabrication de briquettes de parement ou de briquettes pour les maisons. Il y a ce qu'on appelle des bavures, et Cougo Granula a par exemple signé une synergie avec des paysagistes du territoire qui utilisent en fait ces matériaux qui étaient des déchets comme des matières premières pour des aménagements de ronds-points, des aménagements chez les particuliers. Au lieu d'acheter de l'ardoise ou acheter des cailloux ou des galets, en fait ils mettent cette brique qui est concassée, qui coûte 0 puisqu'elle était enfouie, mais ça permet de bypasser ces déchets de l'enfouissement, de les sortir de l'enfouissement pour les régénérer en matière première. C'est ça la vocation et l'ADN des synergies du pastel. Ça rejoint, c'est complètement en lien avec l'ADN des Portes du Tarn. Et on veut ici faire de notre territoire, Saint-Sulpice, la communauté de communes Tarn-et-Gaout, les capitales de l'économie circulaire, du réemploi et de la transition écologique. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions ? Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice demain. Je m'étonne de ne pas voir le SMICTOM de la région de Lavore. Alors le SMICTOM pour l'instant... Il y a Trifil, et oui, bon, Trifil a priori n'intervient pas trop sur notre territoire. Oui. Pas très loin, mais c'est ce qui est des gestions des déchets sur le territoire, c'est le SMICTOM. Donc pourquoi ils n'y sont pas en fait, simplement ? Ils n'y étaient pas au départ. Ils n'ont pas souhaité en tout cas au départ de la démarche y être. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 syndicats de propreté dans le Tarn. Si j'enlève la communauté d'agglo d'Albi qui est autonome, Trifil et le syndicat du Voret, qui est Trifil qui est le plus gros pour l'instant. Hein. Et le SMICTOM, je pense, dans les mois et les années à venir, va nous rejoindre. Tout ça, c'est une démarche. On est communauté de communes Tarn-et-Gaout était la première collectivité. Il faut savoir que cet EIT, il est d'abord généré par des entreprises privées uniquement, qui se sont vraiment, pour le coup, portées entre elles au niveau associatif. Plus de 150 adhérents. Il y a une vitalité incroyable des entreprises sur cette notion de réemploi, etc. Moi, je prends un exemple sur les ports du Tarn. La démolition de la ferme, pas la démolition, pardon, la déconstruction brique par brique de la ferme de la Faguessie, ça a permis de créer une tiny house. Et aujourd'hui, la tiny house est dans un camping. Voilà. Donc c'est ça la synergie. Et effectivement, vous avez raison. Alors pourquoi de ne pas la détruire ? Parce qu'aujourd'hui, la CCTA cherche une ferme pour faire du maraîchage.
on l'aurait gardé, ça aurait été mieux. Là-dessus, Ouais. je ne suis pas trop. Pas ouvrir le débat là-dessus, Non, mais non. ensuite, le syndicat du Voret, pour l'instant, a sa propre connexion. Je pense qu'ils nous rejoindront sur les synergies du Pastel. Là, ce qui vous est proposé ce soir, c'est Saint-Sulpice, deuxième collectivité. Pourquoi ? Parce qu'eux ont déjà un système avec des recycleries. Donc, ils travaillent avec la recyclerie de Lavore et celle de Saint-Sulpice, qui s'appelle les Colibris. Et donc, je pense qu'ils ont déjà leur réseau, mais il faut qu'on arrive, et vous avez raison, monsieur Lassalle, je vous rejoins, à basculer nos associations et Colibris et celles de Lavore, nos recycleries, dans ce système-là. On a également, vous devez connaître, mais j'ai rencontré cette semaine Alternative qui est basée à Gaillac, qui est une matériothèque issue du réemploi. Et on va, je pense, au prochain conseil municipal ou le suivant, engager Saint-Sulpice aussi dans une adhésion justement avec ce réseau de matériaux, parce qu'on a fait un point avec Bernard Capu. Nos services techniques, en fait, plutôt que d'acheter du neuf, pourraient utiliser du réemploi. Donc tout ça, c'est qu'une question de temps. Alors on est souvent impatient parce qu'on n'a pas le temps. La planète se réchauffe et il y a beaucoup de changements qui arrivent. Le réemploi est quelque chose qui arrive à peine, vraiment à peine. À Toulouse, moi j'ai participé à des tables rondes invitées à Toulouse Métropole avec des entreprises, des promoteurs immobiliers, etc. Ça commence, ça y est, ça commence. Et je crois que Toulouse Métropole a été assez exemplaire dans son mythe. Le parc des expos a été entièrement réemployé. C'est incroyable. Alors que moi, je l'ai visité quand il était en démolition. Franchement, vous dites, OK, les passages de câbles, les coffrets électriques qui datent des années 90, vous êtes sûr que vous allez les réemployer ? Oui. Alors ça pose plein de problèmes dans la législation et nos parlementaires devront sûrement prendre ce sujet à bras-le-corps parce que, exemple, il y a des questions assurantielles. Je fais du réemploi d'un jeu ou d'une balançoire pour les enfants, je la monte dans le parc de la mairie, la balançoire vient être cassée, quelle est la responsabilité et qui prend sur les épaules cette responsabilité ? Donc il y a plein de sujets, mais on voit qu'on avance et on a rencontré cette semaine aussi une autre association qui est cette fois-ci toulousaine qui s'appelle Cinétique, qui est la grosse association toulousaine sur le réemploi, puisqu'ils sont en train carrément de créer des terrains justement pour faire des réserves foncières pour faire du stockage de matériaux. Et je pense que Synergie du Pastel va être la figure de proue, en tout cas de notre secteur, et la locomotive sur ce sujet-là. Donc j'ai pas de doute. En tout cas, vous avez autour de la table, monsieur Lassalle, ce soir des conseillers municipaux qui sont aussi présents au conseil d'administration du syndicat du Voret, et je crois qu'ils vous ont entendu. Je l'espère. Juste sur la matériothèque, il y en a une à Rabastens. Aussi. Et elle est implantée à côté de... Alors, je ne sais pas si on dit déchetterie, décharge, enfin moi je sais que... Mais voilà, elle est implantée juste à côté. Donc effectivement, si on doit réfléchir au même système, voilà, autant le positionner à un endroit qui va bien aussi. Ça c'est pour le délégué du SMICTOM. Je vous propose donc de passer au vote cette adhésion de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe aux synergies du Pastel pour un montant de 1 500 € en cotisation 2025 et de désigner Laurent Saadi, adjoint au maire, comme représentant suppléant de moi-même. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 17 sur la signature d'une convention avec le SMIX, donc le syndicat mixte des Portes du Tarn, pour la fourniture d'eau brute à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, et notamment pour répondre aux besoins d'arrosage sur les terrains de sport. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à celui qui a négocié cette convention et qui l'a menée de main de maître, monsieur l'adjoint aux travaux, Bernard Capu. Oui, merci. Vous venez de le dire, monsieur le maire, c'est de l'eau qu'il vient des Portes du Tarn sur le bassin de Coupiac. Depuis 2021, on s'y est raccordé parce qu'on avait des difficultés à avoir de l'eau. Donc on est autorisé à prendre de l'eau pas comme l'on veut, parce que c'est une convention. Elle est datée du mois d'avril au mois de septembre, voire jusqu'au mois d'octobre, et limitée à 300 cubes jour.
Voilà, donc il faut renouveler, ça a été signé la première fois en 2021, il faut le renouveler, il faut continuer à renouveler ça. Par contre, ça peut s'interrompre d'un jour à l'autre, puisque c'est une convention, puisque aujourd'hui on bénéficie de cette eau qui servirait, je dis bien quand les portes du Tarn seront complètes, à la défense incendie. Alors aujourd'hui, ça nous est facile aussi, à eux aussi, parce qu'on permet de maintenir les installations en état. Voilà. Effectivement, donc c'est dans une logique, encore une fois, de fonctionnement transitoire, puisque cette eau brute, comme M. Capul a dit, c'est pour la défense incendie, sauf que les ports du Tarn, pour l'instant, on n'est pas encore très équipés en termes de bâtiments, et à terme, cette convention viendra à disparaître. Mais en attendant, plutôt que d'avoir des équipements qui sont inutilisés, et l'idée était de pouvoir signer cette convention, puisque le raccordement est fait entre le réseau d'irrigation de la ville de Saint-Sulpice et cette eau brute, c'est même pas de l'eau potable, c'est de l'eau brute, c'est de l'eau de pluie, et de pouvoir l'utiliser, de faire tourner les installations des ports du Tarn et pouvoir roder aussi les installations des ports du Tarn sur ce sujet. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 18 et dernier point de cet ordre du jour sur la convention entre la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et le CCAS, Centre communal d'action sociale, qu'on a passé d'ailleurs hier soir en CA du CCAS, sur la collecte des encombrants. Pour vous présenter ce point, je vais laisser la parole à Madame l'adjointe aux solidarités, Madame Laurence Blanc. Merci, Monsieur le maire. C'est une convention très simple dans le cadre de notre partenariat entre la commune de Saint-Sulpice et le Centre d'action sociale. Il convient de préciser les modalités d'enlèvement des encombrants par le service technique municipal. Cette collecte est réalisée 3 fois par an, en janvier, en juin et en septembre. Les personnes concernées sont exclusivement des personnes âgées de plus de 75 ans ou des personnes en situation de handicap. Le CCAS est en charge de la partie administrative, c'est-à-dire qu'elle récolte, elle enregistre les noms, elle enregistre les personnes et évalue à peu près la quantité de choses à enlever. Voilà. Et le service technique, quant à lui, assure la tournée des collectes chez les particuliers. Il est important, les services techniques passeront chez les particuliers si ceux-ci sont bien inscrits. Les encombrants récupérables sont définis et quantifiés, c'est ce que je venais de dire. Et voilà. Donc, il est à proposer à l'Assemblée d'approuver le projet de convention et d'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à signer au nom de la commune la présente convention. Merci Madame Blanc. Y a-t-il des questions? Bon, ça me paraît simple. Je vous propose de le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Nous n'avons pas reçu de questions diverses des équipes minoritaires dans le conseil municipal et donc les comptes rendus de délégation du conseil du maire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a eu pas mal de délégations, en tout cas d'attributions, notamment des marchés publics. Si pas de questions, écoutez mesdames et messieurs, je vais clôturer ce conseil municipal. Vous donne rendez-vous le mardi 30 septembre, ici même à 18h30. Vous dire que nous allons avoir un été avec beaucoup d'animations dans la ville. Vous les avez à l'écran. Ça commence par la Sardinale la semaine prochaine. La piscine avec les horaires du 5 juillet au 31 août de 13h à 19h du mercredi au dimanche. Et le bal des pompiers avec un grand banquet le dimanche 13 juillet à 19h au parc Georges Spénal avec Toulouse à table. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bel été, une bonne soirée, prenez soin de vous, de vos proches, belles vacances et rendez-vous fin septembre. Bonne soirée.